BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Et encore, merci d'être fidèle, d'être là chaque week-end pour De quoi je me mêle. Vous le savez, sur 01 TV, la chaîne, bien sûr, sur les box, mais aussi sur 01net.com, sur la chaîne YouTube de 01 TV. Et puis le dimanche matin, dorénavant, vous le savez, sur BFM Business Radio Télé. On va parler de télé, justement. La télé qui est redevenue le produit chouchou des Français et puis, d'une manière générale, de tous ceux qui sont restés à la maison plutôt de force avec tous ces confinements successifs. Le marché de la télévision qui est très dynamique, il a été énormément en 2020. L'est-il encore toujours ? Tiens, et quelles sont les nouveautés ? Quel impact aura la pénurie de composants sur le fait d'acheter une nouvelle télé ? Est-ce qu'on va être en rupture de stock ? Quelles sont les innovations aussi dans ce domaine ? On va en parler avec l'un des acteurs majeurs du monde de la télé en France et dans le monde. Il s'agit de Samsung et j'ai le plaisir d'accueillir Alexis Rollin. Bonjour Alexis. Bonjour François. Directeur marketing TV et audio chez Samsung France. Merci Alexis d'être là. Merci pour l'invitation. On va faire le point évidemment sur un marché qui est assez étonnant. Il y a encore un an, vous n'étiez pas montré du doigt, mais avant le confinement, le marché de la télé était un peu poussif, on va dire. Et puis paf, on s'est tous retrouvés coincés à la maison. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte que quand on s'installait sur le canapé en famille, rien de mieux qu'une belle et grande télé. C'est un peu ça le constat, non ? Oui, je te confirme. Effectivement, on s'est rendu compte quand même que pendant le confinement, malheureusement, on a passé plus de temps chez soi. Qui dit passer du temps chez soi dit utiliser notamment le téléviseur. Et on s'est rendu compte que beaucoup de choses ont été faites. En fait, on a passé ce temps à essayer des nouvelles choses et se rendre compte des limites qu'on avait sur les téléviseurs actuels. Faut se rappeler qu'en 2010, on avait eu le premier passage à la TNT qui avait fait un gros renouvellement de parc. Et depuis 2010, finalement, si on n'avait pas changé de téléviseur, on avait encore un 32 pouces ou un 40 pouces HD Ready sur lequel on n'a pas accès à Netflix, sur lequel on ne peut pas faire grand-chose. Quelle est la taille moyenne aujourd'hui d'un téléviseur équipé en France ? En France, on est passé au-dessus des 40 pouces. Là, on est plutôt à 42 pouces. Ça, c'est quoi ? C'est la taille moyenne des téléviseurs qui sont dans les foyers ou la taille moyenne des téléviseurs qu'on achète ? C'est des ventes, ouais, des téléviseurs qu'on achète. D'accord, exactement. Okay. Parce qu'il y a toujours quand même des gros volumes qui se font en petite taille pour mettre dans une chambre, une petite pièce. Néanmoins, quand on regarde la répartition du marché, plus de la moitié de la valeur du marché, c'est sur les 55 pouces et plus. Et la taille idéale, aujourd'hui, la taille standard du marché, c'est le 55 pouces, qui fait 1m46 de diagonale. Alors, des explosions de ventes en 2020, parfois un peu dans le chaos, juste après le confinement, des stocks vraiment tendus, etc. Parce que, évidemment, il y avait moins de transport. Comment vous avez vécu cette période chez Samsung ? C'était compliqué ? C'était pas forcément compliqué, c'est agréable finalement de gérer la pénurie parce que c'est agréable d'être désiré. C'est vrai, donc, c'est agréable d'être désiré. Et ce qui est la force de Samsung, d'être leader mondial depuis 15 ans des téléviseurs, c'est aussi d'être une marque qui gère horizontalement et verticalement son business, puisqu'on est fabricant, on fabrique la plupart aussi de nos composants, donc on a pu assurer assez fortement les livraisons et la demande des téléviseurs, donc on n'a jamais vraiment eu de grosses pénuries. D'autres marques ont eu des pénuries, donc on s'est retrouvé avec des bonnes parts de marché sur cette période-là. Et aujourd'hui, on est capable de livrer fortement nos écrans. 2020, donc, explosion des ventes. Qu'est-ce que ça donne début 2021 ? Ça se calme un peu ou c'est toujours aussi dynamique ? Alors, ça se calme un tout petit peu. On est sur un marché plutôt stable par rapport à l'année dernière, sur le début d'année. En volume, par contre, en valeur, on est sur une grosse croissance du marché, puisqu'on se rend compte que les écrans qui sont achetés sont finalement plus des écrans un peu plus qualitatifs, pour remplacer, comme on disait au début, les écrans un peu plus vieillissants, petits taille, etc. On achète un écran principal, on achète un écran qui nous fait plaisir, qui a une bonne qualité d'image, qui nous permet d'être connecté à Internet, d'utiliser tous les services connectés et qui est plus grand pour plus d'immersion. Le budget moyen d'une télé aujourd'hui, c'est combien ? Les Français investissent combien dans une télé ? Alors le budget moyen, c'était jusqu'à... Pendant longtemps, ça a toujours été assez linéaire, c'est marrant, aux alentours de 460 €. Tiens. Et on est passé à peu plus de 500 € là, sur ces derniers mois. Donc on a une vraie augmentation du budget investi pour le téléviseur. Mais pour ce même montant que vous investissez, vous avez quand même un écran qui est bien mieux, beaucoup plus grand,
mieux définies en 4K UHD, avec des meilleures technologies, QLED, OLED. Donc quelque chose pour se faire plaisir. 4K UHD, 8K aussi, hein, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. C'est rigolo parce qu'on a vu des images là, de téléviseurs qui étaient arrosés par, par des jets d'eau, parce que c'est vrai que vous avez une gamme de produits qui est quand même assez étendue. Hein. Ça va du produit hyper design, The Frame qu'on accroche au mur, qui ressemble à un tableau, jusqu'à des télés qui sont faites pour être à côté dans les jardins, hein, qui sont quasi étanches. C'est dingue. Tu as raison. L'objectif, en fait, l'usage a changé. On n'est plus à regarder le dimanche soir uniquement son film en famille devant son canapé. On fait beaucoup de choses avec ces téléviseurs. Nos appartements, nos maisons ont changé. On veut que les téléviseurs s'intègrent mieux, surtout quand on a des très grandes tailles, des 55 pouces, des 65 pouces. C'est quand même un produit qui est assez massif, donc il faut qu'il s'intègre en harmonie dans son intérieur. Nos habitudes ont changé. On veut regarder le téléviseur dans sa chambre, on veut regarder chez soi, on veut regarder vertical, horizontal, avec The Zero notamment. On peut même regarder dans le jardin avec The Terrace, comme tu disais. Et oui, The Terrace, c'est la classe, qui porte bien son nom, ouais, et qui est un téléviseur qui est compatible aux normes IP55, donc qui peut rester en extérieur tout le temps. Et il n'aura pas de problématique. Il supporte en fait les aléas climatiques, la poussière, l'humidité, la pluie, etc. D'accord. Et c'est disponible en France, ça ? C'est disponible en France en 55, 65 et 75 pouces. Donc on peut aujourd'hui, quand on a la chance d'avoir un bel espace extérieur, on peut s'offrir une télé qui peut rester à l'extérieur. C'est pas un peu américain quand même, ça, comme vision des choses ? C'est très américain, tu as raison, parce que ça a été lancé pour le marché américain. Mais quitte à avoir ces produits qui existent, on s'est dit, faisons le test en France. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et écoute, il y a un public. Donc on va pas couper ce public de cette possibilité. Donc c'est plus cher aussi. C'est plus cher. Beaucoup plus cher ? Non, c'est quand même plus cher parce qu'il y a vraiment toute cette, sécurité, et le fait que ça tienne dans le temps. Mais c'est un produit très spécifique. Aujourd'hui, quand on investit des dizaines de milliers d'euros dans un spa, dans un salon de jardin, c'est pas plus cher qu'un joli salon de jardin. Oui, c'est clair. Juste un mot sur l'actualité aussi, revenir sur on va dire la cacophonie économique mondiale, l'industrie qui est dans des situations compliquées. Lorsque j'interviewe de temps en temps vos homologues des autres marques, ils nous disent tous que ça devient compliqué en termes de par exemple, pénurie de composants. On sait que dans une télé, il y a énormément de composants électroniques. Alors, pour certains, vous fabriquez vos composants chez Samsung, c'est ça votre force, mais pas tous. Hein. J'imagine qu'il y a des composants qui viennent d'autres fournisseurs. Est-ce que vous vous retrouvez en ce moment dans une situation, on va dire, plus tendue qu'auparavant pour fabriquer des télés et pour livrer en fait les consommateurs ? Alors, l'avantage de fabriquer ces composants, effectivement, c'est de maîtriser une grande partie de sa chaîne de production. L'autre avantage d'être leader mondial depuis 15 ans, c'est d'avoir aussi une capacité d'achat qui n'est pas négligeable pour nos amis partenaires sous-traitants. Et aujourd'hui, on arrive. Alors, on va toujours trouver une série, une taille, un modèle sur lequel on va avoir quelques petites. Mais c'est plus tendu que en temps normal ou pas, malgré tout ? Ça a été plus tendu parce qu'il y a eu un gros pic de demande en fin d'année dernière qui a absorbé une grande partie des disponibilités. Oui. Les usines des différents fabricants tournent à plein régime. Et aujourd'hui, pour moi, là où en tout cas pour Samsung, on a résorbé cette pénurie et nos produits sont redevenus largement disponibles. Actuellement. Donc votre industrie est beaucoup moins impactée que par exemple l'industrie automobile, où on sait que il y a des usines, en tout cas des chaînes de production qui sont à l'arrêt parce qu'il n'y a plus de composants. Exactement. Vous en êtes pas là aujourd'hui. Non, aujourd'hui les composants, ceux qu'on utilise sont moins en pénurie. Oui, sont moins en pénurie, d'accord. Et après, c'est peut-être sans doute des composants spécifiques qui sont peut-être liés à certains appareils et peut-être pas le monde de la télévision finalement. Finalement, ouais. Il y a tellement de composants différents utilisés et utilisables qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir la disponibilité sur ceux dont on a besoin. Alexis, alors, les nouveautés du côté de chez Samsung, bien sûr, il y a eu le CES à Las Vegas, qu'on a tous vécu en visio, avec pas mal de nouveautés qui ont été présentées. Il y a aussi une notion RSE, d'économie d'énergie, qui est, j'imagine, aussi au cœur de dispositifs et de la stratégie de Samsung, non ? Il faut que les télés consomment moins aujourd'hui. C'est un comment dirais-je, un appareil qui consomme beaucoup d'électricité, une télévision. Alors, effectivement, au CES, il y a plusieurs choses qui ont été annoncées. Il y a la qualité d'image, on pourra en reparler. Il y a l'utilisation, l'usage. On va parler QLED, mini-LED et micro-LED. Mais tu as raison, il y a un vrai engagement et un vrai virage
de responsabilité de la part de Samsung qui utilisait, oui, les téléviseurs sont des écrans qui consomment, mais qui ne consomment pas tant que ça dans un foyer par rapport à d'autres produits. Et surtout, le travail, c'est de faire réduire cette consommation d'énergie. Il y a plusieurs choses qui ont été mises en place, notamment au niveau européen. La nouvelle norme énergétique a été appliquée sur les téléviseurs depuis le 1er mars, qui en fait a durci les notations de consommation énergétique des produits. Avant, les produits étaient plutôt A, B, voire A+, etc. Là, ils sont plus F, G. Alors c'est un peu une interrogation pour les consommateurs en magasin. Parce que finalement, il est rétrogradé. Ils sont tous rétrogradés. Alors oui, effectivement, mais si on prend un peu de recul, les téléviseurs de cette année, en tout cas chez Samsung, consomment moins que ceux de l'année dernière. Donc un travail a été fait, même si on est en grade F ou G. Si on regarde la consommation linéaire pour Miller, par exemple, on voit qu'on consomme moins. Et l'objectif de faire cette note-là, c'est que on laisse dans les années à venir aux fabricants la possibilité de toujours améliorer la note. C'est ça. Si on était déjà à A, on vous met à F ou G pour que vous puissiez atterrir à A dans quelques années. C'est challengé, voilà, exactement. Mais c'est possible d'atteindre ce A ? Ah bah c'est un objectif en tout cas. D'accord, c'est votre objectif. Notre objectif, c'est de diminuer notre empreinte via des actions sur la consommation d'énergie, mais via aussi des actions, par exemple, un peu plus terre à terre. Par exemple, nos télécommandes aujourd'hui sont solaires, elles n'ont plus de piles. Donc elles sont dans toute la durée de vie du téléviseur, elles n'ont plus besoin de changer de piles. C'est quand même des millions de piles chaque année utilisées. Attendez, solaire, ça veut dire que la télécommande, il faut que je la mette sur ma terrasse ou à côté de la fenêtre pour que ça marche ? Ça marche avec la lumière aussi artificielle. Donc pas de souci, il faut juste la laisser, pas forcément la laisser dans son placard. Après on peut aussi la recharger en USB puisqu'il y a un port mini USB si besoin. Mais en théorie, avec un usage, on va dire, traditionnel de la télé, si on pose la télécommande sur la table basse du salon ou sur le canapé, elle va se recharger. J'aurais jamais besoin de la recharger, on va dire, de manière traditionnelle. Exactement. Pendant toute la durée de vie du téléviseur, donc entre 7, 10, 12 ans, enfin, en fonction du temps que vous allez garder votre téléviseur. On a fait aussi le choix assez drastique de ne plus utiliser d'encre d'impression sur nos cartons, puisqu'on met, imaginez, on vend en France 1 million de télé par an. 1 million de télé, les tailles grandissent, donc les cartons sont de plus en plus gros. Ouais. On a utilisé des cartons recyclables, plus facilement recyclés, plus facilement recyclables. On n'utilise plus d'encre. C'est un choix un peu drastique côté marketing, puisque imaginez qu'en magasin, tous nos télés seront les mêmes en fait. Les cartons seront des cartons très basiques, alors que nos concurrents ont des cartons beaucoup plus attirants. Mais c'est un engagement de notre part pour dire on va limiter cette empreinte, plus d'encre, plus d'encre avec des minéraux. Donc on est vraiment en train d'essayer de favoriser tout ça. Et le dernier engagement qu'on a fait, c'est depuis le 1er janvier, on a acté la disponibilité de notre pièce détachée à 7 ans. Au lieu de 5 ans, ce qui est assez fort comme engagement de la part de Samsung aussi, puisque c'est du stockage et c'est des investissements. Donc ça veut dire que, en fait, pendant 7 ans, je peux réparer ma télé si elle ne fonctionne pas. Vous êtes garanti d'avoir accès à des pièces détachées. Alors on voit cet engagement donc très fort concernant l'économie d'énergie, mais de l'autre côté, vous sortez des télés qui s'appellent The Frame et qui sont allumées même quand on ne regarde pas la télé. Alors elles sont allumées. Oui. Elles sont allumées. Elles sont allumées, c'est vrai. Vous n'allez pas me dire non, elles ne sont pas allumées. Elles sont allumées elles quand sont même. allumées, mais en mode économie d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a des capteurs de lumière et de présence qui vont faire que vous utilisez moins d'énergie, pas comme en utilisation de la télé normale, quand c'est en mode veille. Et ce capteur de présence aussi fait que quand vous n'êtes plus dans la pièce, cet écran va s'éteindre. Donc il ne reste pas allumé de manière permanente. Il reste un peu plus allumé qu'un téléviseur classique, mais en même temps, on se rend compte aussi que beaucoup de gens laissent allumer les téléviseurs pour faire de la présence quand ils sont dans la pièce, même sans regarder l'écran. Donc finalement, ça consomme moins que quand c'est allumé en ambiance sonore. Mais c'est pas un peu paradoxal le fait de dire, ben voilà, on fait des efforts concernant l'énergie, etc., la consommation d'énergie, et on sort une télé, alors même si elle n'est pas tout le temps allumée, et quand même, enfin, dont l'objectif est d'être allumée pour qu'on voit des œuvres d'art. C'est pas paradoxal ? L'objectif, c'est pas que c'est paradoxal, c'est répondre à un besoin. On avait des cas de photos numériques. On a des impressions. Si on veut avoir accès à de l'art, avec une consommation d'énergie qui est quand même moindre, puisque c'est mesuré assez faiblement, on a cet écran qui nous permet ça. Mais pour ceux qui le désirent, vous pouvez bien sûr éteindre. Vous n'êtes pas obligé de laisser en mode art. En restant appuyé 2 secondes sur le bouton on-off, ça l'éteint directement. Donc c'est vraiment à vous aussi de choisir. Par exemple, si vous avez des amis qui viennent dîner à la maison, dans un monde idéal, vous pouvez avoir cette ambiance avec cet affichage, et puis après, vous l'éteignez. C'est plutôt à ça qu'on pense, dans quand même une envie et un besoin d'accompagner l'aménagement de son intérieur, puisque, comme on disait tout à l'heure, les écrans sont grands. Ils doivent s'intégrer dans sa décoration. On dépense beaucoup d'argent dans de la peinture, dans des cadres, dans la décoration. Si au milieu de ça, on met un écran qui n'est pas très joli,
Malheureusement, mais ça c'est va vrai. casser. Alors, je remets pas en cause la beauté de l'écran, mais c'est vrai que j'ai un bon ami qui en a un, et il m'en parle souvent. On le connaît tous. C'est Jérôme Colombin, mais c'est vrai que voilà. Mais tu vois, à on comprend l'inverse, bien votre message. Ça consomme moins que ta box ADSL, Ouais. ta box télé qui envahit. Mm. Tiens, puisqu'on parle de box, c'est intéressant. Justement, la box qui est à côté de la télé a tendance peut-être à disparaître avec vos initiatives, mais on peut imaginer que ça arrive effectivement chez tous les constructeurs de télé. C'est d'intégrer en fait la box dans la télé via une appli. Et ça commence à arriver en France. Et ça commence à arriver en France. Sur nos télés, on a été les premiers, rappelle-toi, à dématérialiser le décodeur Canal+ il y a quelques années. L'année dernière, on a été les premiers à dématérialiser la box TV de Bouygues Télécom. Et nous sommes les premiers à dématérialiser la box de Free, puisque nous l'avons annoncé il y a quelques jours. Donc SFR, ça va pas tarder, visiblement. SFR, j'espère. En tout cas, c'est des discussions en cours. Mais vous discutez avec tous les opérateurs là, sur ce sujet-là? Oui, parce que c'est un sujet important pour tout le monde, un sujet important dans réduire l'empreinte, on en parlait tout à l'heure, puisque c'est moins de consommation d'énergie, moins de matériaux électroniques qui sont utilisés, puisque la capacité de l'utilisateur à le faire permet d'économiser des choses dans un parc de box qui a quand même son empreinte. C'est la facilité pour le consommateur, une seule télécommande, tout intégré dans le téléviseur. Et c'est aussi la facilité dans l'usage, puisque c'est bien sûr l'écran principal, mais ça peut être aussi l'écran secondaire. Oui, c'est une appli qu'on télécharge. C'est une appli qu'on télécharge. Et au lieu de télécharger Netflix, on télécharge l'appli Bouygues ou Free. C'est ça. Et on se retrouve avec le même environnement que la box. Le même environnement que la box. Même qualité d'image. Même qualité d'image. Sur Free, vous avez accès à 4K UHD sur les programmes qui sont disponibles en 4K UHD. Donc vraiment le même service, mais plus facilement accessible. Et sur le second écran, dans la chambre, au lieu de se poser toujours la question de savoir si je mets une antenne extérieure, une antenne intérieure, ou comment je fais pour avoir la télé, dans ma chambre, j'aurai tout mon environnement, tous mes abonnements de ma box. Ouais, après, j'imagine qu'il faut une bonne connexion Internet, non, pour que ça fonctionne bien. Il faut une connexion, la même connexion que celle que tu as sur ta box, en fait, puisque c'est le même principe d'IPTV. C'est assez intéressant d'ailleurs, cette transition, parce qu'on voit que l'intérêt pour les opérateurs, c'est de ne plus dépenser des millions et des millions dans la construction, la conception de box, puisque maintenant elle est dématérialisée. Puis de l'autre côté, c'est le fait de se dire qu'ils perdent malgré tout la main sur quelque chose d'important. C'est quand on allume une box, il y a l'image de l'opérateur qui apparaît avec son environnement, etc. C'est peut-être pas le cas là, puisque en fait, quand on allume la télé, on va avoir l'environnement Samsung et après on rentre dans l'environnement de l'opérateur, non? Alors c'est justement la force de gérer son interface, son OS, qui s'appelle Tizen chez Samsung, de pouvoir travailler en partenariat avec ses opérateurs et de pouvoir avoir l'image, là, quand on allume son téléviseur, de rester sur la dernière application qu'on a utilisée. C'est-à-dire que si vous êtes sur l'environnement de Free, par exemple, vous éteignez votre téléviseur, vous rallumez, vous restez dans l'environnement de Free. Donc je ne reviens pas au menu d'accueil de Samsung, par exemple. Vous revenez sur votre menu principal. J'imagine que ça a été des tractations compliquées avec les opérateurs, non? Parce que pour eux, c'est stratégique aussi, ça. En fait, c'est pas forcément que des tractations, c'est plutôt comment, dans la discussion, on travaille, on réfléchit à intégrer tout cet usage qui va finalement être ce qui va être le plus apprécié par le consommateur. C'est l'objectif de notre travail avec ces opérateurs. Et donc, vous discutez avec tous les opérateurs, on peut imaginer que Orange est intéressé aussi, SFR aussi. Alors, je sais que vous avez des accords avec SFR parce que SFR distribue vos télés dans des bundles avec des abonnements, etc. Ça pourrait arriver aussi chez Orange et SFR, ce type de box dématérialisée? Écoutez, oui, on est en discussion avec tous les opérateurs. Il y a plus ou moins des avancées, mais pour nous, en tout cas, c'est une direction qui est à l'avantage de tout le monde. Donc, ce sont des discussions en cours. Oui. Les technos d'image, il nous reste quelques minutes, on va y venir, et puis parler aussi on va dire du top, c'est le micro LED qui commence à arriver, et alors avec des prix vraiment très, très élevés, c'est sans doute la télé du futur. Aujourd'hui, il y a 3 technos chez Samsung, QLED, mini LED, micro LED, c'est ça? En fait, il y a une techno principale qui est l'évolution du LCD. Avec les téléviseurs QLED, on intègre un filtre de quantum dot, qui sont des nanoparticules vraiment microscopiques qui vont vraiment travailler la lumière pour qu'elle soit la plus réaliste possible, quelle que soit l'intensité lumineuse. Et de cette gamme de téléviseurs QLED, on vient y intégrer un rétroéclairage de mini LED, les quantum mini LED, sur nos téléviseurs néo QLED. L'objectif, c'est d'avoir l'image la plus réaliste. Et une image réaliste, c'est quoi quand on regarde dehors? C'est de la luminosité et du contraste.
Et en fait, on a besoin de travailler cette luminosité, qui est vraiment la clé pour le HDR, pour monter à des pics à 1500 nits, 2000 nits, voire 4000 nits. Ça, c'est des indicateurs de luminosité. Exactement. En fait, la luminosité, c'est l'intensité lumineuse que va pouvoir atteindre l'écran sur des pics. L'idée, c'est pas de tout éclairer et d'avoir... et de devenir aveugle. Non, c'est juste dans le HDR, quand ça explose vraiment. Et c'est cet objectif de luminosité. Mais à l'inverse aussi de gérer les noirs avec le contraste. Et là, on va venir travailler avec les mini LED, les Quantum mini LED, où on passe l'année dernière sur des écrans qui avaient quelques dizaines, voire centaines de LED qui géraient le rétroéclairage, à maintenant quelques milliers, voire dizaines de milliers de mini LED qui vont éclairer indépendamment des toutes petites zones de l'écran. Et ça nous permet d'avoir des écrans qui soient très lumineux, mais aussi très contrastés. Et ça, c'est le mini LED. Mini LED qui est une technologie qui est accessible, puisque ça n'a pas de surcoût par rapport aux écrans de l'année dernière, même niveau de gamme. Et la finalité, c'est d'arriver sur le micro LED, comme tu disais. Voilà, donc le mini LED, ça y est, ça arrive. Ça arrive, c'est disponible. Voilà, donc ça c'est on va dire le très haut de gamme chez Samsung. C'est notre très haut de gamme, ouais. En 4K ou en 8K, c'est nos téléviseurs qui ont la meilleure qualité d'image sur le marché. J'ai l'impression qu'on parle un peu moins de 8K chez Samsung, que c'est plus trop le discours marketing que vous teniez il y a encore 2 ans, où on disait l'avenir la télé c'est la 8K, vous allez voir. Enfin, j'ai l'impression que là vous vous recentrez plus sur les technologies d'affichage que sur la définition de l'image. Je me trompe ou pas? Détrompe-toi, ouais, parce que la 8K reste importante pour nous. La 8K, on a toujours autant, voire un peu plus de téléviseurs disponibles en 8K. Pour nous, c'est la montée en gamme de la 4K, la 8K, surtout sur les très grands écrans. Parce qu'on disait tout à l'heure que quand on veut l'immersion du spectacle, le grand écran nous permet de vivre ça. Et de passer de la 4K 7 millions de pixels à la 8K 33 millions de pixels nous permet d'avoir cette immersion sans avoir à reculer et à prendre du recul par rapport à son écran. Mais vous n'êtes pas un petit peu blasé de voir qu'il n'y a aucun diffuseur en 8K quasi alors que ça fait maintenant combien, 2 ans ou 3 ans que vous communiquez sur la 8K? Ouais, mais c'est comme la 4K à l'époque. La 4K, c'est arrivé en 2013. Ça a commencé vraiment à apparaître 2017-2018, accessible. Là, aujourd'hui, on se rend compte que ça commence à être de plus en plus accessible. En France, on peut accéder, nous, on a travaillé avec The Explorer pour le patrimoine et l'inventaire de la Terre. C'est très bien, c'est un peu votre vitrine. Mais c'est un peu votre vitrine, mais ça montre que techniquement, c'est faisable. Oui. Mais bon, Netflix n'y met pas, Amazon ils y réfléchissent tout ça. Ils regardent tous quand même la manière de faire, puisque beaucoup de caméras de captation sont aujourd'hui des caméras 8K. Oui, mais est-ce que le problème, c'est aussi la consommation électrique du cloud? Est-ce que le fait de se dire, tiens, voilà, pour un Netflix, de monter en diffusion en 8K, ça veut dire plus de débit, ça veut dire plus de compression, donc plus de processeurs, plus de consommation électrique, est-ce que finalement ça a du sens? Si on arrive à optimiser, comme on le fait depuis des dizaines d'années, c'est comme si on disait pourquoi on passe de la disquette au CD, pourquoi on passe du CD au... Oui. En fait, tout aujourd'hui, dans l'évolution, permet d'accompagner Pour vous, la 8K, c'est le progrès technologique dont on ne pourra pas se passer dans quelques années, c'est ça? Pour nous, la 8K, c'est la finalité. Sauf que c'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire que jusqu'à 55 ou 65 pouces, c'est compliqué de voir la différence sur une télé 8K par rapport à une 4K. C'est intéressant sur les grands écrans. Exactement. On commence sur 55, c'est vraiment intéressant à partir de 65 et c'est encore plus intéressant 75 et 85 pouces et plus. Mais la finalité, c'est d'avoir un écran finalement. Pourquoi est-ce que ton mur, comme tu as derrière toi, c'est pas le mien, j'aimerais bien, mais c'est pas moi. Chez soi, quelque chose qu'on puisse allumer de manière, par exemple, en 55 pouces pour regarder le journal, en 150 pouces pour regarder un match de foot, en 21/9 pour regarder un film. C'est ça l'objectif. C'est un peu futuriste, c'est un peu la science-fiction, mais... Et ça, c'est le micro LED. Et ça, c'est ce on travaille avec le micro LED, d'avoir des écrans qui soient modulaires en termes d'usage, modulaires aussi en termes de taille d'installation. On peut réfléchir à quel que soit le ratio, la définition. C'est vraiment quelque chose d'une révolution technologique pour nous. Et alors le micro LED, justement, Alexis, expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Alors il y a un concept où on achètera une télé micro LED normale, un écran, et puis après il y a ce concept d'écran, comme vous l'expliquiez, que l'on va pouvoir adapter et agrandir, c'est ça? Le micro LED, c'est une vraie révolution, puisqu'aujourd'hui un téléviseur, c'est une dalle. Une dalle, industriellement, elle est fabriquée sur des dalles mères dans lesquelles on vient découper des tailles. Ce qui fait qu'on a des 55, des 65 pouces, parfois on a passé de 65, on a trop de 55, donc il y a un peu de perte aussi dans la découpe de la dalle. Alors que le micro LED, je fabrique plein de Lego d'une seule et même taille, je les fabrique à la chaîne, et ces Lego, je viens les assembler. Ils font combien ces Lego? C'est des modules qui font cette taille-là à peu près. D'accord. Quoi, 20 cm sur 30, 20 ou quelque chose comme ça? 40 sur 30, quelque chose comme ça. D'accord. Et qu'on vient venir assembler pour faire l'écran qui nous correspond.
Exactement. Alors dans un premier temps, comme chaque révolution industrielle, nous allons les vendre dès cette année à partir du mois d'avril de manière ce qu'on appelle enchâssée, c'est-à-dire dans un châssis de téléviseur classique avec une taille 99 et 110 pouces disponible à la vente sur le mois d'avril. Mais ce sera ces dalles qui seront associées et déjà préassemblées, on va dire. Préassemblées, exactement. Donc c'est un premier temps, mais pour avoir déjà la meilleure qualité d'image. Et dans un deuxième temps, ce qu'on fait déjà plutôt pour le B2B ou pour des installations très B2B, donc le business. Oui, le business. Alors si je suis footballeur. Voilà, ou les installations très luxe, on peut déjà avoir cet écran modulaire, ce qu'on appelle the wall luxury. Techniquement, ça existe, ça marche. Ça marche. Je vous commande une télé micro LED de 200 pouces. On sait faire. Il faut que je signe le chèque et puis c'est bon. Mais comme toute innovation, au début c'est très cher. Et quand on dit que c'est cher, ça coûte combien ? Alors les écrans micro LED, le 99 pouces il va sortir à 130 000 €, le 110 pouces à 150 000. Et quand on monte sur des walls oui, après, qui sont c'est nos limites. C'est nos limites. Bon. Mais c'est 300, 400 000, donc c'est des choses. C'est vraiment, comme on dit, nos limites. Mais comme tout ce qui est nos limites au début, devient au fur et à mesure des années plus accessible. Avec une qualité d'image jamais vue. Une qualité d'image inégalée, puisque c'est 2 pixels absolument auto-émissifs, avec les couleurs primaires rouge, vert, bleu, qui vont générer en 8K ou en 4K le nombre de pixels indépendamment, avec des contrastes infinis et une luminosité qui est éclatante. Dans le calendrier Samsung, ça va se démocratiser quand cette technologie ? À quel horizon ? Je suis pas forcément capable de donner une date précise, mais en tout cas c'est un vrai axe pour nous, puisqu'on a annoncé déjà 110 pouces, 99 pouces. On a annoncé aussi pour la rentrée scolaire d'avoir des tailles plus petites, plus accessibles. Mais à partir du moment où, en termes d'industrie, on met le focus dessus, qu'on travaille et qu'on fabrique ces blocs, plus on va fabriquer de blocs, moins ils vont être chers, plus ils vont être facilement accessibles. Voilà. Vous êtes bien conscient que de toute façon, à 300 000 €, vous n'en vendrez pas beaucoup. L'objectif, c'est que petit à petit, vous arriviez à maîtriser l'industrialisation de cette technologie. Et si on se rappelle des écrans OLED au tout début, ça coûtait 16 pouces, ils coûtaient je ne sais plus combien de dizaines de milliers d'euros. Oui, c'est vrai. Et puis après, maintenant, ça coûte presque plus rien. Enfin, presque plus rien. Il ne faut pas exagérer quand même. Merci beaucoup, Alexis Rollin, pour toutes ces précisions. Voilà, on a bien découvert tout l'univers de Samsung dans le monde de la télé. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci d'avoir été là. À la radio, à la télé sur BFM Business et puis bien sûr sur 01 TV. On sera là la semaine prochaine. D'ici là, bon week-end à vous toutes et à vous tous, confinés ou pas. Et à très bientôt. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.